Alors, depuis une cinquantaine d'années, alors d'abord aux États-Unis, puisque c'est parti des États-Unis, puis en Europe aujourd'hui, en passant par le Canada, qui est un pays où la clinique transculturelle se développe énormément encore aujourd'hui. Donc, de ce mouvement à partir des États-Unis, est né donc, ce qu'on appelle la clinique transculturelle, qu'on appelle parfois psychiatrie transculturelle lorsqu'elle se situe dans la psychiatrie, psychologie transculturelle lorsqu'elle se situe dans la psychologie, qu'on appelle parfois interculturelle lorsqu'il s'agit plutôt d'une position comparative, ou qu'on appelle aussi parfois, comme aujourd'hui au Canada, psychiatrie ou clinique culturelle. Culturelle, les Canadiens, ils ont choisi de bien dire l'importance du codage culturel. Nous, en France, on dit plutôt transculturel, en Europe, ou alors en France, mais là c'est que la France, qui dit ethnopsychiatrie, ethnopsychanalyse. Donc il y a plein de termes qui sont différents, parce que ça dépend où ça se situe exactement, mais qui veulent dire tous que comment on prend en compte la culture de quelqu'un, la diversité culturelle d'un groupe dans la clinique, dans la compréhension, dans le soin. Comment on prend en compte la langue, comment on prend en compte l'anthropologie, c'est-à-dire la représentation que j'ai de ce que c'est qu'un bébé, ce que c'est qu'une mère, ce que c'est qu'un père, un grand-père, une grand-mère, un homme, une femme, et tout ça, c'est des codages culturels très très forts. Comment je prends ça en compte pour mieux comprendre des familles qui viennent du monde entier, qu'ils soient migrants, qu'ils soient réfugiés, qu'ils soient expatriés ou tout simplement qu'ils aient choisi de passer d'un pays à l'autre pour des tas de raisons. Il y a 1001 raisons pour lesquelles on change de pays, mais lorsqu'on change de pays, on peut aussi, à certains moments, avoir envie d'être respecté dans ses manières à soi, de comprendre les choses, et surtout d'ailleurs en situation de souffrance, c'est dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de pouvoir utiliser finalement ce que l'on sait, ce que l'on comprend, ce que l'on a hérité parfois de ses parents, et qui vous aide à être parent soi-même, ou à s'occuper d'un enfant qui ne va pas bien, ou à faire face à du désordre, à un deuil, à une douleur, à un trauma. Donc l'idée au fond, c'est que nous sommes des êtres de chair, mais aussi de culture, que tout ce que nous avons, tout ce qu'on appelle les appartenances, tout ce qui nous constitue, qui va donc de l'intrapsychique à l'intersubjectif au collectif, que tous ces éléments-là, ils peuvent être pris en compte dans la clinique, que pour soigner quelqu'un, on n'a pas besoin de lui dire « ressemble-moi pour que je te soigne », mais au fond, toi, avec ce que tu es, avec ce à quoi tu crois, il y a aussi bien sûr toutes les questions religieuses, ce à quoi tu crois, ce que tu aimes, ce qui te permet de te consoler, ce qui permet de t'apaiser, et bien avec tout ça, comment on peut faire pour être capable de se rencontrer et d'être efficace. Et donc la clinique transculturelle, elle a imaginé toute une série de méthodes. Il y en a plusieurs. Celle que moi je connais le mieux et que je développe, c'est une méthode complémentariste, c'est-à-dire une méthode où on va utiliser d'une part l'anthropologie, d'autre part la clinique qui peut être psychanalytique, c'est le cas pour moi, mais on peut utiliser d'autres types de cliniques, systémiques, familiales, même des cliniques humanistes. On peut sans doute le faire aussi avec les théories cognitives, mais je connais moins bien. Mais en tous les cas, utiliser de manière obligatoire et non simultanée deux disciplines pour mieux comprendre et mieux soigner. Alors je parle de l'anthropologie et de la clinique, mais on peut aussi associer par exemple clinique et histoire, ou clinique et linguistique, en fonction des besoins. Donc on utilise cela pour accéder donc à la fois
à quelque chose qui est un postulat, qui est l'universalité psychique. On est tous pareils, c'est pour ça qu'on peut se rencontrer, on fonctionne tous pareil. C'est un impératif catégorique, philosophique et pragmatique d'ailleurs, on est tous pareils, mais justement, puisqu'on est tous pareils, cette universalité psychique, c'est une universalité pas seulement de principe, mais aussi de fait. Puisqu'on est tous pareils, on doit donc respecter aussi les productions de cet universel psychique, les productions, c'est-à-dire nos représentations, nos manières de penser et de faire. Parce que de la même façon qu'on a tous une langue, on a tous une langue différente, mais ce qui définit les êtres humains, c'est qu'ils puissent, et c'est que nous pouvons parler, c'est le fait qu'on a une langue, mais on a des langues différentes. Donc cette universalité, c'est ça, c'est le fait que nous avons tous une langue, ça c'est l'universel. Mais après, il y a le fait qu'on passe par des langues différentes, par des cultures différentes, par des manières de penser différentes. Et ça, c'est donc le deuxième niveau de la clinique transculturelle, qui est le codage culturel. Le codage culturel qu'on a appris à reconnaître et à percevoir avec Margaret Mead, par exemple, le Marcel Mauss, tous ces grands anthropologues, Lévi-Strauss bien sûr, qui nous ont aidés à penser les manières particulières de s'occuper des bébés, par exemple, de s'occuper des adolescents. Qu'est-ce que c'est qu'un adolescent? Ça, c'est un codage très très culturel. Le mot adolescent n'existe pas dans toutes les langues. Donc ça veut dire qu'il y a des langues, par exemple, où il n'y a pas la représentation adolescent. Il y a la représentation enfant et la représentation adulte. Ça veut dire qu'on passe de l'un à l'autre plus ou moins rapidement, plus ou moins facilement, par un rituel d'initiation, par exemple, ou alors par une période, ou alors simplement par une fête. Ou alors parfois même pas rien du tout, parce que la puberté n'est pas ce qui définit l'adolescence. Ce qui définit l'adolescence, c'est la catégorie. Comment nous, dans une société donnée, on décide qu'on est adolescent. Nous, on est aujourd'hui dans une période où l'adolescence est très très longue. Elle commence autour de la puberté, elle finit on ne sait pas quand, très tard. 20, 21, 25, je ne sais pas, en fonction. Mais on est dans une période où l'adolescence est très très longue. Mais il y a eu des périodes dans notre histoire où l'adolescence était beaucoup plus courte. Au début du XXe siècle, par exemple, c'était beaucoup plus court. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que l'adolescence a commencé à avoir une vraie existence et à s'allonger. Et donc aujourd'hui, dans le monde, il y a des tas d'endroits où on est soit enfant, soit adulte, mais on n'est pas entre les deux, quoi. Il n'y a pas de catégorie entre les deux. Et donc, ça, c'est l'aspect codage culturel. Si dans une culture donnée, il n'y a pas le mot, il n'y a pas la représentation qui va avec, ça veut dire que je n'ai pas besoin de ça pour faire le passage entre les deux. Et donc, bien sûr, les spécialistes de l'adolescence, ça n'existera pas dans ce moment-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existera pas la notion de passage entre enfant et adulte. Donc, tenir en même temps universalité psychique d'une part, codage culturel d'autre part, ça c'est le premier élément structurant de la clinique transculturelle. Le deuxième, c'est la nécessité de ce qu'on appelle le décentrage, c'est-à-dire de considérer que l'autre, il existe par lui-même et que je ne connais pas l'autre par rapport à moi. C'est-à-dire je ne suis pas le centre du sens. Il y a plusieurs centres. Il y a le patient, il y a moi, il peut y en avoir d'autres. Mais en tous les cas, le décentrage, c'est-à-dire ne pas ramener l'inconnu à du connu. Si l'autre me parle, me dit ce bébé il pleure tous les soirs parce qu'il est mal nommé, parce qu'il est habité par un esprit, par exemple. Ça, pour moi, c'est inconnu. Je ne connais pas la théorie, culturellement. Je ne connais pas la théorie ni des esprits qui touchent les enfants lorsque la nuit tombe, ni du fait qu'un enfant mal nommé tomberait malade. Je ne la connais pas culturellement, cette théorie. Mais il y a des endroits où elle existe, parce que c'est une théorie pour penser justement la difficulté des enfants à passer de certains moments de la journée à la nuit.
Et donc, si cette théorie, elle n'existe pas chez moi, ce n'est pas une raison. Je ramène à moi, je dis tiens, ben, je ne connais pas. Alors, si je ne connais pas, ça n'existe pas. Non, si je ne connais pas, d'accord, mais ça appartient à l'autre. Et l'anthropologie, elle me donne des outils rigoureux pour penser ces éléments-là. Et moi, ces éléments-là que j'aurais appris, que j'aurais apprivoisé, que j'aurais respecté, que j'aurais pas ramené à mon centre, mais j'aurais considéré que c'est des théories qui appartiennent aux patients et qu'elles méritent mon intérêt, eh bien, le décentrage, c'est ça, c'est suspendre le mouvement de ramener de l'inconnu à du connu et d'accepter une lecture plurielle de ce qui se passe et de pouvoir ensuite d'ailleurs trouver des interactions, des passages entre différentes théories et entre la théorie du patient et la mienne par exemple. Donc le décentrage, c'est le deuxième élément méthodologique et le troisième et dernier, c'est la nécessité d'analyser, de comprendre, de reconnaître ce que l'on appelle le contre-transfert culturel. C'est-à-dire qu'en psychanalyse, Freud a conceptualisé le transfert. Sans doute, on pourrait dire merveilleusement bien, parce que c'était une de ses préoccupations, et on trouve beaucoup d'occurrences sur le transfert. Et une conceptualisation, même une révolution, de considérer donc que la relation que le patient établit avec nous ne s'établit pas seulement sur nous en tant que personne, mais sur ce qu'on va représenter pour le patient. Le consciemment et inconsciemment. Par exemple, transfert maternel, transfert paternel, différentes places auxquelles le patient nous met. Le contre-transfert, alors pour Freud, c'était la manière dont nous, en tant que thérapeutes, en situation analytique, on réagissait au transfert. Pour Devreux étant le fondateur de l'ethnopsychanalyse ou à la française ou de la clinique transculturelle, comme je disais tout à l'heure, Devreux, lui, il a considéré que le contre-transfert, Devreux, qui était anthropologue et psychanalyste, formé aux États-Unis, né en Europe, revenu ensuite après la guerre en Europe et ayant développé cette ethnopsychanalyse ici. Et pour lui, la vraie révolution, c'était le contre-transfert. Mais le contre-transfert élargi, c'est-à-dire pas seulement une réaction au transfert, mais l'ensemble de nos réactions explicites et implicites face à la personne qui est en face de nous, notre patient. Mais ça va bien au-delà d'une réaction au transfert, c'est aussi ce que nous, avec nos appartenances, je suis un homme, je suis une femme, je suis de telle ou telle religion, je parle de telle ou telle langue, j'ai telle ou telle histoire, je suis migrant, je ne suis pas migrant, j'appartiens à une minorité, une majorité, etc. Ma couleur de peau, tout ce qui me constitue, eh bien, avec tout ça, non seulement je réagis au transfert, mais je projette sur le patient un certain nombre d'éléments qui sont liés à mes propres appartenances. Et donc le transfert, c'est beaucoup plus large. C'est pas seulement réservé pour Devreux, ce n'est pas seulement réservé à la situation psychanalytique, mais à toute situation d'échange, par exemple en enseignement, en recherche ou en clinique générale. Et il proposait d'appeler ça transfert et contre-transfert, considérant que, bien sûr, en fonction des lieux, on pouvait analyser de manière plus ou moins approfondie, mais que c'était toujours le même processus. Et dans ce contre-transfert, il a décrit, à côté du transfert qu'il appelle affectif, c'est ce que Freud a décrit autour de nos affects, le transfert culturel, le contre-transfert culturel. Le contre-transfert culturel, c'est la manière qu'a le thérapeute de réagir explicitement, implicitement, consciemment, inconsciemment, aux appartenances culturelles du patient, au codage culturel du patient. C'est-à-dire le patient, lorsqu'il énonce quelque chose, il va l'énoncer avec toutes ses appartenances. Et par exemple, quand il me dit j'ai fait des rêves funestes et moi je sais que j'ai une capacité de prémonition et que donc ces rêves vont se réaliser, quand le patient me dit ça,
moi, je réagis à ça. Je crois pas. Je comprends ce que veut dire prémonition ou pas. Je considère, je prends ça au sérieux ou je ne le prends pas au sérieux. Il l'énonce parce que entre les patients et nous, comme on a des appartenances éventuellement différentes, il y a aussi des rapports de force, des rapports par exemple d'histoire coloniale, de minorité à majorité, de laïc à croyant, enfin, de femme à homme. Enfin, il y a des tas d'éléments comme ça qui font que face à ce que dit le patient, je réagis avec tout ce que je suis. Et je réagis nécessairement à des éléments culturels qui ne m'appartiennent pas. Et je réagis par exemple à ces éléments-là. La maman africaine d'Afrique de l'Ouest qui me dit que son bébé est attaqué par un djinna, je vais réagir sur un spectre qui va de la fascination au rejet. Le rejet, c'est, elle me parle de choses qui n'existent pas, qu'est-ce que c'est de ça, quelque chose qui est de l'ordre de la discrimination, on n'est pas pareil, c'est quelque chose de l'ordre du rejet, du racisme, de la discrimination. Je considère qu'on n'est pas pareil parce qu'elle me parle de quelque chose qui ne peut pas être mis dans mes pensées et que je ne peux pas comprendre immédiatement. Ça, c'est du rejet. Mais à l'autre extrême, il y a la fascination. Oh, quelle belle poésie, cette maman, lorsqu'elle me raconte ça, c'est totalement poétique. Peut-être qu'elle est très triste, je ne m'en rends pas compte parce que je ne vois que son côté fascinant. Ah, elle me parle de choses qu'il y a dans les livres et je suis fascinée. Et à ce moment-là, je ne suis plus capable de voir tous les éléments qui lui appartiennent en propre. Et donc, le contre-transfert culturel, il va de la fascination au rejet. Et l'idée donc transculturelle, c'est reconnaissons que nous avons des mouvements face à cette diversité, face à cette altérité, face à ces différences. Ne faisons pas d'hiérarchie, mais élaborons ces mouvements pour que justement nous soyons capables d'établir une relation qui prenne en compte l'ensemble de ces composantes, mais qui ne rejette pas et qui ne fascine pas. Donc il y a une nécessité d'élaboration, d'où des stratégies de supervision individuelle, mais surtout collective, hein, parce que pour être conscient de ce contre-transfert culturel, souvent on a besoin d'être à plusieurs pour se rendre compte qu'on ne réagit pas tous de la même façon à des éléments que l'on considère appartenant à la culture de l'autre, parce que justement on peut avoir différents systèmes de référence. Et c'est comme ça qu'on apprend le plus, mais enfin ça suppose le décentrage, la supervision, l'analyse de ces mouvements contre-transférentiels. Et la clinique transculturelle, au fond, qu'on peut ensuite appliquer à des tas de situations et que nous, à Avicenne, puis à Cochin, et dans différents endroits en France, en Europe, il y a maintenant tout un mouvement de clinique transculturelle qui est beaucoup parti de la clinique des enfants, parce que les enfants, au fond, nous ont obligés à penser cette diversité culturelle, mais il y a eu aussi avant moi, par exemple, la génération avant moi s'est intéressée aux migrants de première génération, en France, par exemple, Toby Nathan, et ensuite, moi, je me suis intéressée à la deuxième génération. Mais dans le monde entier, il y a des équipes qui travaillent sur ces différentes générations, sur aussi le lien entre clinique et politique, par exemple, sur les pathologies des réfugiés, sur les souffrances spécifiques des réfugiés. Donc, ce qui suppose une élaboration aussi des questions traumatiques, comme le fait par exemple Thierry Bobet à Avicenne. Et aussi, nous, par exemple, on l'a appliqué à des tas d'autres situations. L'adoption internationale. Les enfants de l'adoption internationale sont des enfants transculturels. Ils passent d'un monde à l'autre, d'une langue à l'autre. Les mineurs isolés sont aussi des enfants qui nécessitent souvent des lectures transculturelles, ou alors encore tous les métissages, avec parfois grandeur, richesse, mais parfois aussi petite ou grande souffrance des métissages.